Lorsque nous avons décidé cette année de rééditer l'Axebicon et après le succès de l'année dernière, s'est posé une épineuse question, à savoir qu'allions-nous faire pour cette keynote d'ouverture, cette keynote qui va introduire finalement tout le reste de cette journée. Alors bien sûr, au début, on s'est dit pourquoi pas inviter un client qui viendrait faire part de son expérience dans le domaine du numérique et qui donnerait envie à chacun d'entre vous de se lancer à son tour. Oui, c'est relativement classique et efficace. C'est ce que nous avions fait l'année dernière en invitant Yves Cazot, qui est venu nous parler de la transformation numérique du groupe AXA. Et il avait mis la barre très haut, et je pense que cette année, ce serait difficile de ne pas faire des redites. Donc, c'est moyen. Ah, ou alors on pourrait faire venir quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'informatique, comme un écrivain ou un philosophe qui viendrait par exemple nous parler de transhumanisme ou d'intelligence artificielle ayant une conscience. Tiens, par exemple Luc Ferry, dont le dernier ouvrage donne matière à réflexion. C'est certain, l'éthique va être au cœur de nos problématiques métiers pour les années à venir. Mais bon, un philosophe en keynote, c'est du déjà vu. Bon, sinon on peut faire intervenir quelqu'un de technique, comme Solomon Hykes par exemple de Docker. Ça, c'est une vraie bonne idée. Solomon Hykes, un Français qui a créé une start-up technologique, qui a réussi à s'installer durablement parmi les entreprises qui comptent. J'ai juste une crainte, c'est que les gens qui sont venus pour les applis mobiles s'ennuient un peu pendant 40 minutes. Bon, pas qu'ils soient ennuyeux, bien au contraire. Mais entendre parler 40 minutes de conteneurs quand on est venu pour apprendre pourquoi Swift, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'écosystème Apple, c'est peut-être un peu long. On est un peu dans l'impasse, non, du coup? Quand on est au pied du mur, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que l'Axebicon ? Voilà, l'Axebicon, c'est avant tout une journée de partage de connaissances. Un moment primordial de découvrir de nouvelles technologies ou de nouveaux use cases en mettant les mains dedans. Une journée riche où l'on se challenge. Et ben voilà, on va hacker la keynote. C'est-à-dire hacker la keynote? Plutôt que de faire une keynote lissée avec un PowerPoint, un discours bien rodé, on va créer du composant logiciel autour de cette keynote. On va développer du logiciel pour expliquer ce qu'on va démontrer technologiquement, méthodologiquement, adresser les vraies problématiques clients, avoir de la vraie réalisation autour de cette keynote. Pour faire ça, il faut d'abord qu'on se pose une question. C'est quoi une keynote réussie ? Déjà, moi je pense qu'il faut qu'elle soit représentative du contenu de la conférence d'aujourd'hui. Les thématiques vont être riches, donc ça ne devrait pas être trop compliqué de trouver des choses intéressantes parmi tout ça, du mobile, du cloud, de l'IoT, du machine learning. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il est un peu tôt, il y en a qui sont en train de bâiller au fond de la salle. Je pense qu'il va falloir tenir nos spectateurs en haleine. Il va falloir les faire agir et réagir. Ça tombe bien, c'est quand même un peu le cœur de toutes les problématiques de l'entreprise en ce moment. Ouais, alors aussi, il faut quelque chose qui se démarque. Chez Xebia, on aime et on essaye de faire des présentations performantes, mais on adore surtout montrer et démontrer, mettre les mains dedans, quoi. Ouais, mais ça c'est bien, mais tu m'ôteras pas de l'esprit qu'il nous faut un petit peu d'improvisation et de hasard quand même. Mais t'inquiète pas, j'ai ma petite idée, on va faire participer un spectateur. Ah oui, sympa. Bon. Mais je me dis aussi qu'il va falloir tenir en haleine les 699 autres spectateurs qu'on ne va pas spécialement faire interagir, puisqu'on a réussi à avoir une Xebicon sold out cette année également. Ouais. Je réfléchis là comme ça et je me dis, pourquoi on ne ferait pas une voiture autonome ? Technologiquement, c'est hyper ambitieux. Visuellement, c'est canon. Et puis, finalement, c'est bien dans l'air du temps. Ouais, t'as raison, c'est sympa, sauf que d'un point de vue budget, je suis pas sûr que Christophe soit vraiment sur le coup, puisque autant il rechigne pas à nous acheter tout un tas de matériel pour l'atelier, autant là, la voiture autonome, pas certain. Bon, si c'est un problème de coût, on n'a qu'à revoir un peu nos ambitions à la baisse et on va faire un train électrique autonome. On aura les mêmes problématiques technologiques, avec le coût en moins. On va pouvoir imaginer des use cases qui vont nous permettre d'adresser la mobilité, la data, le machine learning, les architectures réactives, et tout ça en créant du logiciel. Et puis en plus, comme on est en direct, il va falloir que ces logiciels s'exécutent nickel chrome, c'est-à-dire comme des coucous suisses. Ça me paraît ambitieux, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Allez, croisons les doigts, on y va. On a le plaisir de vous présenter le train de l'innovation. Alors, pendant l'intermède des ménageurs bretons, vous pouvez découvrir notre magnifique maquette avec les trains aux couleurs de l'Axebicon. Puis on va en profiter pour dire bonjour à tous ceux qui sont au fond, là, parce qu'on ne vous voit pas très bien. Ça va ? Vous êtes bien installés ? Là-bas aussi ? Super. Petite ambiance. Petite ambiance, grosse ambiance, ils sont bien réveillés. Hein.
Bon, bah allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par ce qu'on vous a promis dans un premier temps, c'est faire participer le public. Bon, comme on est sur une maquette de train, on va en profiter pour faire un peu de tourisme. Qui aimerait visiter Lyon et la Fête des Lumières? Allez-y, main en l'air. Ouais, pas mal. Qui préfère aller à Bordeaux pour déguster des grands crus? Ouais, ouais. J'en ai vu 2-3 qui ont levé 2 fois la main. Hein. Bon, gardez les mains en l'air pour Bordeaux, s'il vous plaît. Je vais compter. 1, 2, 3. Ouais, on va pas compter, hein. Ah bon? Pas à la main. Ok. Est-ce que vous avez installé les applications Xebicon qui sont disponibles dans le store Android et dans le store iOS? Parce qu'en plus de pouvoir faire votre programme de conférence, vous allez pouvoir interagir avec nous directement depuis ces applications. Alors ça c'est bien, mais on aimerait pouvoir faire autrement, on aimerait pouvoir passer par autre chose que les applications, par les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Facebook Messenger. En termes du X, c'est ce qu'on appelle une Invisible App. On va développer un bot spécifique pour la Xebicon qui va utiliser l'UI de Facebook pour communiquer. Ainsi, on n'aura pas besoin de développer un nouveau front. Alors, vous allez trouver toutes les informations sur l'URL vote.xebicon.fr, vote au singulier. Et puis en plus, comme on est à l'heure du physical web, un peu partout dans la salle, on a réparti des beacons. Donc ces beacons, si votre téléphone, si vous avez activé le Bluetooth et que vous avez les notifications Chrome, vous avez dû recevoir, en pénétrant dans cette zone, l'URL que je viens de vous donner. Vous avez aussi toutes les informations sur votre programme papier. Et enfin, si vous voulez voter par Facebook, c'est affiché sur le dashboard derrière. Alors profitez vraiment des prochaines minutes pour installer cette application et vous enregistrer, parce que la keynote va être bien plus interactive pour vous, vous allez voir. D'ailleurs, moi je vais également le faire en direct. Comme ça. Ah d'accord, ok, c'est comme ça. Bon, on va profiter de ce petit intermède pendant que vous installez tous. Je vois plein de téléphones sortis, c'est très agréable. On va parler un petit peu technique quand même, parce on s'est directement posé une problématique, c'est que là on a déjà 3 canaux à agréger, les applications iOS, les applications Android et Facebook. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des serveurs frontaux avec une API REST qui vont recueillir tous les échanges qu'on peut avoir avec vous. Ces serveurs, ils sont codés en Node.js et ils vont pousser des événements, ils vont transformer ces interactions en événements et ils vont les pousser vers une file de messages. Donc on a une architecture événementielle. Cette file de messages, elle est sur RabbitMQ. Et toutes les applications qu'on a développées pour la Xebicon vont pouvoir s'abonner à cette file et ainsi interagir avec vous. Donc ça va bien sûr dans un sens, du téléphone vers nos applications, mais on peut aussi faire le sens inverse. C'est-à-dire que nous, quand on aura besoin d'interagir avec vous, on va pouvoir poster un événement dans cette file RabbitMQ. Les serveurs frontaux vont savoir où sont les abonnés et leur pousser des notifications. Alors c'est pas mal tout ça, mais ça va sûrement manquer de visuel, c'est-à-dire qu'on va faire voter nos spectateurs, mais on va pas savoir ou voir qui a voté quoi. Oui, mais en fait, tu l'as déjà ton visuel. Je te l'ai pas dit, mais derrière toi, le dashboard, c'est pas un simple PowerPoint. Depuis le début de cette keynote, en fait, ce que vous avez, c'est une application web qui tourne. Donc une application web, c'est une single page app en Angular 2, et en fait, elle fait intégralement partie de notre architecture événementielle. Elle est abonnée aux événements qui passent sur la file. Et en fait, chaque événement permet de rafraîchir l'état. Donc en fait, chaque événement est poussé au navigateur via des sockets. Et donc, on n'a jamais besoin de rafraîchir la page. On change son état, on peut afficher des vidéos, des images, et puis quand on va passer en mode vote, on va pouvoir afficher toutes les interactions qu'on va avoir avec vous. D'ailleurs, vous pouvez en profiter maintenant pour ouvrir l'application, vous allez voir. Et puis même la garder ouverte tout au long de la keynote. Pour une fois que vous pouvez garder vos téléphones allumés en réunion, profitez-en, c'est le moment. Et puis, comme on ne va pas s'embêter à... Alors, on n'a toujours pas notre effet waouh. Ouais, mais on ne va pas s'embêter à déployer des serveurs cachés sous la maquette. Donc, on va mettre tout ça dans le cloud d'abord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et moi, j'aimerais bien quelque chose de plus pour vraiment avoir notre effet waouh. On va faire voter les gens, on va voir qui a voté quoi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est aller plus loin et j'aimerais que les votes, finalement, pilotent directement la maquette. Tu as déjà entendu parler de l'Internet des objets? Bien sûr, oui. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moderniser le train électrique de notre enfance et on va le mettre à l'ère du numérique. Derrière les voies, on va cacher un Arduino qui va permettre de piloter tous les éléments physiques de la maquette. Et puis cet Arduino va l'abonner à un serveur web, lui-même abonné à notre architecture événementielle, ce qui fait qu'on va faire vraiment rentrer la maquette dans cette architecture d'événements. Ok, pour un premier use case simple, ça fait quand même pas mal de technologie. Pablo, ça fait un peu le geek qui essaye de tout placer sur son CV. Et ça fait aussi surtout beaucoup de choses qui peuvent rater. On tente réellement le coup? Moi, j'y crois.
On y va. On va basculer le dashboard en mode vote. Donc si vous avez vos applications, vous avez dû recevoir tout ce qu'il faut. Profitez-en, inscrivez-vous. Votez maintenant. Ah, ça part à fond là, ils sont tous là. Ouf. On voit des têtes connues. On se donne 1 minute 30 parce qu'on a un timing à tenir. Il y a du Facebook, il y a de l'Android, il y a de l'iPhone. Ça s'arrête jamais. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, hein, quelque chose d'important pendant qu'on... vous pouvez encore voter, hein, c'est que l'application Xebicon en elle-même s'est métamorphosée en fait, et va continuer à se métamorphoser au cours de la keynote. Vous avez sûrement vu apparaître un nouvel onglet, et donc une page en l'occurrence, d'ailleurs je vais voter également, voilà, Lyon, qui vous permet de suivre cette keynote. Un autre point aussi, hein, dans cette application mobile, vous avez peut-être déjà remarqué que vous avez le programme d'aujourd'hui, de toute la conférence, et vous avez également un moyen pour chacun des slots de venir sélectionner votre propre programme de la journée, faire votre planning quotidien, finalement. Je vois que malgré l'heure, les grands crus de Bordeaux ont plus de succès que la Fête des Lumières. Hein. Ça, c'était à prévoir. C'était peut-être à prévoir. Très bien, il nous reste 15 secondes. Je vois que certains votent encore. Ça continue à voter, mais par contre, la tendance ne change pas. Hein. Personne ne veut aller à Lyon. Voilà, et donc 5, 4, 3, et juste après, on va clôturer les votes. C'est fait. Donc, ouais, c'est pas mal. Pour l'instant, tout va bien. On en a profité pour faire quelques stats. Alors, 6% de Facebook. Ouais, je suis pas étonné. Ton Invisible App, elle est invisible. Ouais, mais on tient surtout à son anonymat. On a un parc Android plus étendu que celui iOS. Est-ce que c'est l'effet iPhone 7 ? Je ne sais pas. C'est les vrais chiffres, hein, pour ceux qui se posent la question. Oui, bien sûr. On est en live, je le rappelle. Il n'y a plus qu'à faire partir les trains. On va commencer par le train de Lyon. Donc on va basculer notre dashboard en mode départ. Alors, on a profité de la maquette pour dissimuler des petites caméras qui sont dissimulées un petit peu tout au long du parcours. Donc là, vous avez la vue des trains qui vont démarrer, du Raspberry Pi, une caméra, et c'est parti. Donc le train pour Lyon vient de partir. On va profiter de son trajet vers les gares intermédiaires. Alors il se traîne vraiment, mais c'est volontaire, il faut qu'on ait le temps de parler aussi. Pour parler un peu IoT. Donc en fait, notre train est équipé d'une puce RFID cachée sous les wagons. Et tout au long de son parcours, il va rencontrer des lecteurs qui vont permettre à la fois de l'identifier et d'identifier sa position. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il va croiser un de ces lecteurs, tous les passagers qui se sont inscrits pour le train de Lyon vont recevoir des notifications. De la même façon, alors on les voit là, les passagers, je vois Thomas, je vois des gens que je connais, c'est sympa. De la même façon, le dashboard, tout en haut, le bandeau, est abonné à ces mêmes notifications. Ce qui fait que quand le train se déplace sur la maquette, le train se déplace sur le bandeau du dashboard. Donc là, on voit, il a passé le premier aiguillage, il va bientôt arriver en gare. Bon, alors pour l'instant ça se passe bien, mais le truc le plus commun aux démos, c'est le fameux effet démo, ou autrement appelé loi de Murphy. Grosso modo, si quelque chose doit échouer, ça va bien finir par arriver. Ouais, mais cette année je suis confiant. Je veux dire, on a répété hier soir, ça s'est bien passé, puis en plus ça marche sur mon poste. Ouais. La dernière fois que tu as dit ça, je ne sais pas si tu veux vraiment qu'on en reparle, hein, c'était Devox France. Tu sais, à 2h du matin, Pablo, trafiquer les Raspberry Pi qui redémarraient de manière intempestive à cause de l'électricité statique de la moquette. Je t'arrête tout de suite. J'ai appris de mes erreurs. Cette année, j'ai le gros bouton rouge. C'est quoi ce gros bouton rouge, Pablo ? Le gros bouton rouge, c'est facile. Si j'ai un problème, j'appuie sur le bouton rouge, il n'y a plus de problème. Ah ouais, il n'y a plus de... Ok, voilà, hein, donc le train arrive en gare de Lyon, hein, je crois qu'on y est. Ah, super, tu nous as porté le mauvais œil, maintenant les lampadaires s'allument de manière aléatoire. Ça marchait bien jusqu'à ce que tu en parles. Ouais. Mais c'est pas grave, le bouton rouge, il est là pour ça. Mon bouton rouge, c'est une stratégie de redéploiement à chaud. C'est-à-dire que là, si tu appuies là-dessus, on va redéployer un logiciel sur chacune des lampes de la gare de Lyon, c'est bien ça ? Exactement, regarde. Donc, vous voyez, sur le dashboard, on avait un logiciel qui est en V1 et on va progressivement déployer la V2. Et le dashboard est abonné aux mêmes événements que les lampadaires. Donc, quand les lampadaires se fixent les uns après les autres, le dashboard se met à jour en conséquence. Alors donc ouais, on voit effectivement que les lampadaires fonctionnent mieux, mais comment ça marche en détail ça, Pablo ? Alors en fait, nous expliquer ? Chaque lampadaire est piloté par un exécutable en Go.
qui pilote son allumage. Cet exécutable, pour des raisons de facilité de déploiement, on l'a embarqué dans un conteneur Docker. Et pour déployer tout ça, on a un ordonnanceur, lui aussi écrit en Go, qui parle directement avec l'API Docker, avec l'API du démon Docker, et qui va permettre de déployer. Donc en fait, changer une V1 par une V2, c'est pas plus compliqué que pousser un bouton. L'idée, c'est qu'en fait, quand j'ai poussé ce bouton, j'ai envoyé un événement de redéploiement, donc ce qu'on appelle le hot reload, et notre ordonnanceur va déployer pas à pas chaque lampadaire l'un après l'autre. Donc quand il a la notification que le premier est effectué, il passe au deuxième, et c'est pour ça qu'on a fait ce joli effet domino sur tous les lampadaires. Toujours en live, donc. Toujours en live. Alors pendant ce temps-là, on n'a pas mal parlé des passagers pour Lyon. On a peut-être laissé un peu de côté nos passagers pour Bordeaux. Alors qu'à cela ne tienne, de nouveau, on bascule notre dashboard. On entend les aiguillages cliquer, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre train pour Bordeaux va partir. Donc de la même façon, on a une puce RFID sous ce train qui a un ID différent. Il va croiser les mêmes lecteurs tout au long du parcours. Et vous aussi, les passagers à destination de Bordeaux, vous allez commencer à recevoir des notifications. Donc on a vu qu'on pouvait pousser... arrête de jouer. On peut pousser des événements depuis la maquette vers vos téléphones. L'Internet des objets, bien sûr, il y a une réciprocité. Je vais pouvoir pousser des événements depuis un serveur vers la maquette. C'est pour ça que quand on a démarré le train, vous avez entendu les aiguillages cliquer, on peut très bien piloter les aiguillages, les trains, les lampadaires, tout un tas de choses qu'on va découvrir tout au long de la maquette. Ouais, bon, super, Pablo. Mais si on profitait plutôt de cette destination, Bordeaux, pour faire une dégustation de grands crus, Pauillac, Pessac ou Margaux. Ouais, je vois que la technique, ça t'intéresse pas vraiment, en fait. Non, Ouais, bon. pas là. Ok, donc on va faire ça. Quand le train va arriver en gare, on va passer en mode dégustation pour les passagers qui sont montés dans le train à destination de Bordeaux. Pour les autres, je suis désolé. Oui, alors vous allez être conviés à passer vos commandes, surveiller vos téléphones, hein, toujours. Vous faites-le via Facebook. Attention, donc bien sûr, hein, l'abus d'alcool, dangereux pour la santé et également l'heure matinale, probablement. Alors, ce qu'on va faire pour simuler cette dégustation, c'est qu'en fait, on a ici un serveur qui va servir à simuler le SI de notre gare, donc de la gare de Bordeaux. Donc, on va recueillir toutes vos commandes sur ce serveur. Et ensuite, on va les envoyer dans le cloud, dans une base de données qui va les stocker. Alors, pourquoi on a décidé d'aller dans le cloud ? On ne sait jamais. Si on avait beaucoup de succès, on pourrait avoir besoin de scalabilité. Alors, pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, cette fois, on n'est pas allé sur Amazon, on est allé sur le cloud de Google, qui s'appelle Google Cloud Engine. Pardon. Petite question à destination du public. Attends, ils n'ont même pas commencé à voter, à boire. Le train vient d'arriver. Ah bah oui. On va basculer en mode, le bar à vin est ouvert. Ah bah voilà. Ah bah allez-y. Tiens, Alors donc, vous voyez, dans la colonne de droite, les commandes prises, donc sur mon ordinateur ici, les commandes stockées, les commandes traitées qui sont stockées, et puis on a une petite représentation graphique, le stockage de la base de données dans le cloud, et la prise de commande. Eh bien, il faut vous calmer un peu. La prise de commande dans la gare. Ils avaient soif. Ils avaient soif. Donc commande prise à gauche, en effet, commande traitée à droite. Alors, on n'est pas sûr de toutes les satisfaire hein, ce soir au cocktail. Calmez-vous un peu. Hein. Nous, on a essayé de viser 1000, hein, c'est ça qu'on avait dit. Je laisse là, c'est bon. C'est bon. Allez, petite question à destination du public. Du coup, est-ce que tous les passagers pour Lyon peuvent lever la main dans la salle ? Très bien, il y a du monde. Pas trop jaloux de ceux partis pour Bordeaux qui, eux, sirotent tranquillement leur Bordeaux. J'ai entendu que certains d'entre vous ont fait appel à un mercenaire pour saboter cette dégustation. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ça, c'est... Alors, ça, c'est du sabotage, clairement. Donc il a débranché le câble. Je suis censé être effrayé, mais je suis mort de rire. En fait, depuis que j'ai travaillé chez Voyage SNCF, je sais que la haute disponibilité, c'est la base de toute architecture. Donc j'avais prévu le coup. Vous voyez, ici, on a le dashboard en temps réel. Donc on a perdu un nœud. Et pourtant, malgré tout, les commandes continuent à être prises. Alors, en fait, on a basculé nos applications. On a gardé une haute disponibilité.
Donc comment ça fonctionne? En fait, on a nos applications de dégustation et de stockage en base de données qui sont elles aussi déployées dans des conteneurs Docker. Il faut dire, on est un peu fan des conteneurs. Ces conteneurs, on les a déployés sur un cluster Kubernetes. Ce cluster, en fait, il est réparti à la fois sur mon serveur ici et à la fois sur le cloud. En plus de ça, on a une application qui va piloter l'état de notre cluster, c'est-à-dire qu'on a demandé à ce que la dégustation ne s'arrête jamais. Donc la dégustation doit continuer coûte que coûte. Ce qui fait que quand on perd un nœud, on perd une des deux applications et automatiquement, on va la redéployer côté cloud. On a tellement bien travaillé qu'en fait, on ne voyait même pas la rupture de service. Du coup, on a été obligé de mettre un timer pour que vous puissiez la voir. Bon, bah là, je pense qu'on a fait un bon tour technologique, non? Alors, au point de vue timing, je pense qu'on n'est pas du tout bon. Et en plus, on n'a même pas parlé de machine learning. Qu'est-ce que tu vas encore nous inventer avec ça? Est-ce que vous avez déjà eu 3-4 heures de retard parce qu'il y avait des animaux sauvages sur les voies? Moi, oui. Ouais, Moi, oui, d'accord. en Je tout vois cas, des mains qui se lèvent. Ouais. Ce qui serait pas mal, ce serait de détecter quel type d'animaux sont en train de se promener au bord des voies et réagir en conséquence. Si c'est une vache ou un autre gros animal qui peut endommager le train en cas de collision, je vais m'arrêter, puis je vais le laisser passer, je vais dégager l'obstacle. Par contre, si c'est un lapin ou un poulet, c'est un peu cruel, mais... Et comment tu vas nous illustrer ça avec la maquette? C'est là qu'on va faire intervenir le hasard. On va demander à notre fermier, il est où notre fermier? Ah, il est là. Ah, stylé. Stylé le fermier. Donc, on va demander à notre fermier de choisir une personne innocente dans le public et de choisir parmi les 5 animaux qui peuvent se promener sur les voies. Donc on a un cheval, une vache, un cochon, une poule et un lapin. Alors la main innocente? Levez la main s'il y a des volontaires. Il n'y a pas de volontaires? Non. C'est la part de hasard dans tout ça. C'est la part de hasard. On a un joli un cochon. Donc on va faire démarrer le train à destination de Lyon. On entend les aiguillages cliquer toujours. Tout va bien. Le train démarre. Et puis on va passer notre dashboard dans un nouveau mode, qui est le mode détection d'animaux. Alors on va avoir la caméra qui va se charger, si tout va bien. Voilà. Donc cette caméra, on a utilisé le même fonctionnement que pour la caméra du départ. Elle est cachée là-bas dans une petite cabane au niveau du passage à niveau. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce flux vidéo pour détecter la présence d'un animal. Donc en fait, on va envoyer ce flux à un logiciel qui s'appelle OpenCV en Python. Et ce logiciel va permettre de détourer la silhouette. En fait, on va faire une différence entre notre paysage fixe et la perturbation qui est venue, qui est l'animal. Donc on voit à droite, là, dans l'image noire, on a détecté vaguement la silhouette d'un cochon. Et on va passer cette silhouette à un algorithme de prédiction. Attends, laisse-le moi. Et on a détecté un cochon. Donc on va passer cette silhouette à un algorithme de prédiction qui va renvoyer un animal et une prédiction associée. Et en fait, si on est sûr à plus de 75% de ce que c'est, on va l'envoyer à tous les éléments de la keynote. Donc on a vu le dashboard qui a affiché un élément cochon. Tous ceux qui sont dans le train à destination de Lyon ont dû recevoir l'événement. Le train s'est arrêté parce que c'est considéré comme un gros animal. Une fois qu'on a enlevé l'animal, le train reprend sa marche normale. Alors, je vous ai parlé de la partie temps réel, c'est-à-dire la partie détection de contours, et ainsi de suite, mais je ne vous ai pas du tout parlé de la partie machine learning. En fait, la partie machine learning, elle est réalisée en 2 temps. On a un premier temps qui est offline, qui est le mode d'entraînement, où en fait, on va entraîner un réseau de neurones à raisonner comme le cerveau humain, c'est-à-dire à partir d'une image plate, à reconnaître un animal. Donc pour ça, on va lui présenter un certain nombre de photos, on en reparlera tout à l'heure, et donc ce réseau de neurones va apprendre ce qu'est un animal. Ça, on l'a réalisé grâce à un framework de deep learning qui s'appelle TensorFlow, qui est aussi créé en Python. À partir de ça, on va extraire notre modèle et le mettre au service de notre capture vidéo. Et donc, si on reçoit une prédiction supérieure à 75%, on envoie à tout le monde. Ouais, j'aimerais bien faire un deuxième essai, moi, pour être sûr. Ouais, ça y est, tu fais encore le mode Saint-Thomas. Bon, alors, si tu veux être sûr que Johan n'a pas choisi quelqu'un, tu vas prendre le petit plateau et tu vas aller le présenter aux spectateurs de ton choix. Allez, avec plaisir.
Bon, pendant que Thibaut fait son deuxième test, on va faire démarrer le train à destination de Bordeaux, en provenance de Bordeaux, excusez-moi. Plutôt parmi les petits, du coup, pour tester que... ouais, ça marche aussi, mais... Donc là, c'est le lapin, merci. C'est quoi? Un pauvre petit lapin. Oh, le pauvre petit lapin. Bon courage. On repasse en mode détection. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter le dataset qu'on a utilisé pour entraîner notre réseau de neurones. Donc en fait, vous voyez, ça c'est vraiment les images qu'on lui a passées. Donc elles ne sont pas nécessairement nettes, elles ne sont pas nécessairement bien cadrées. Il faut vraiment qu'on ait une diversité. Et en plus, on a pioché à la fois des images sur Google, de vrais animaux, et à la fois des images de figurines. Vous voyez, il y a un petit mix. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on lui présente à notre réseau, c'est une figurine. Tu peux la poser? Le petit lapin. Est-ce qu'on voit le petit lapin? Ah, il est perdu, le petit lapin. Bon, on va laisser parler. Donc en fait, ah voilà, il est détecté. Et puis, alors, on avait prévu de ne pas faire s'arrêter le train, mais comme on a eu peur de la réaction de la SPA, on l'a quand même arrêté. Donc en fait, pourquoi on a mixé des vraies images et des figurines? Pour la bonne et simple raison qu'on atteint de meilleures performances comme ça. Et les performances, par exemple, sur notre dataset, là, on est à plus de 95% de prédiction juste. Donc pendant ce temps-là, notre train va continuer gentiment son parcours vers Bordeaux. Je précise que nous n'avons maltraité aucun animal pendant les tests de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur les fondements mathématiques de tout ça, Johan, en plus d'être fermier, il est data scientist. Merci Johan. Bon, maintenant tu peux l'avouer, non? Il y a sûrement quelqu'un dans les coulisses qui pilote tout ça manuellement. Ça aurait été nettement plus simple. Ça nous aurait évité 2-3 nuits blanches et quelques cheveux blancs. Mais c'est pas le cas. On a vraiment développé tout ça en direct. Et pour te le prouver, tu vois, on voit le train qui arrive à la gare de l'Axébicone. Eh ben, on va publier en live les sources sur GitHub. Donc tu vas me dire que là, nos spectateurs vont pouvoir retrouver toutes les sources sur GitHub et donc finalement faire chez eux la maquette qu'on vient de réaliser intégralement. Alors, à part la maquette où ils auront peut-être du mal, tout le code source, on voit, il est en train d'être publié. On va aussi relier ça sur notre blog. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez retrouver les applications mobiles, les clusters, la haute disponibilité, le machine learning, tout est basé sur du logiciel open source, donc il nous semblait normal de tout remettre en open source. Ben voilà, on arrive tranquillement en gare, c'est fait. Ouais. Normalement, quand on est en gare, il ne peut plus rien se passer d'affreux maintenant. Et si j'avais un cigare, je le sortirais et je dirais « j'adore qu'un plan se déroule sans accroc ». Je vois ça. Merci. Ce que vous venez de voir pendant ces 30 minutes, c'est du live, ça tourne en vrai. C'est le résultat d'une vingtaine de Xébians qui ont bossé sur une dizaine de projets, de sous-projets différents depuis le début de l'été. Tous ces projets ont été agrégés, entre guillemets, pour faire tourner ce gros projet-là. Alors, bien sûr, ce n'est pas simple. Il a fallu synchroniser tout ce beau monde, il a fallu se rencontrer régulièrement. Il y a quelque chose qui nous aide aussi, c'est le choix de l'architecture qui a été retenu. En l'occurrence, une architecture événementielle qui nous permet donc de réellement isoler ces sous-projets et ensuite de pouvoir interagir facilement si tant est qu'on a créé des normes entre ces sous-projets. C'est ce que nous avons fait. Bien sûr, vous vous dites aussi quelque chose peut-être. On fait tout ça sur une petite maquette de manière un peu ludique. Pour autant, tous les sujets qui ont été abordés là ont très vraisemblablement une résonance dans vos problématiques quotidiennes. Et en réalité, toute cette journée va vous permettre d'approfondir concrètement ces sujets, puisque des slots sont rattachés à cette keynote, et vous pouvez donc les voir sur le programme qui va apparaître ici. Vous avez une petite icône de train rattachée aux slots qui sont abordés ici. Oui, en fait, ce qu'on a essayé de faire, alors d'abord, c'est de faire honneur au travail de tous ces Xébians. En 30 minutes, on a essayé de faire un condensé de tout ce que vous allez rencontrer comme problématique technique. Donc on a parlé conteneurs, on a parlé mobilité, on a parlé multicanal, on a parlé événements, on a parlé cloud, on a parlé déploiement. Bref, on a essayé de brosser le panorama le plus large possible. Alors certes, les use cases sont peut-être un peu tirés par les cheveux, mais on est certain que tout ça trouve une résonance concrète dans vos quotidiens. J'espère que le voyage vous a plu, autant qu'à moi.
Avec Pablo, nous vous souhaitons une bonne Xebicon aujourd'hui et on va laisser la place à Luc, président de Xebia. Merci.